Le Japon, le pays du soleil levant. C'est les mangas, les cerisiers, les samouraïs, la technologie, la culture ancestrale, les jeux vidéo. Un pays fantasmé, adulé surtout au travers de nos œuvres préférées, mais parfois il faut savoir revenir à la réalité et découvrir des œuvres qui ne prennent pas de pincettes, qui nous exposent la société japonaise et ses aspects les plus sombres, les plus réels, ceux qu'on ne veut pas forcément voir. Et une femme le fait extrêmement bien, tellement qu'elle en a fait grincer des dents plus d'un tant elle dénonce. Aujourd'hui on parle d'amour, d'établissement pour adultes, du regard de la société japonaise, grâce à la mangaka Akane Torikai et son œuvre Amour placebo. Hello les Nakamas, de retour pour une vidéo sur une œuvre et ses aspects, ses liens avec la société japonaise et des faits de société. Je sais là, la première question que vous vous posez c'est « Qu'est-ce qu'elle fout habillée comme ça ?» Écoutez, je me suis habillée parce que là, dans 30 minutes, je pars en médiéval. Voilà. Là, vous m'imaginez du coup cet après-midi en mode... Mais revenons à nos moutons. Et avant de commencer cette vidéo, je t'invite forcément à liker, t'abonner, partager, activer la cloche et activer la cloche avec toutes. C'est important, sinon tu ne reçois pas toutes les notifications. Et aussi aller t'abonner à la nouvelle chaîne secondaire où il y aura des reviews, des rediffs Twitch, un peu de tout. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo et j'explique pourquoi j'en suis arrivée là. Donc n'hésite pas à aller la voir et à t'abonner du coup. Le lien est dans la description. Mais revenons à Amour placebo. En même temps, je me dis tant mieux que j'ai fait une petite danse. Ça met un peu de joie parce que la suite, elle est vraiment pas drôle. Je vais donc vous faire un court résumé de Amour placebo et ensuite on entamera le lien entre le manga et la société japonaise, sa sexualité et ses relations humaines. Et ça commence avec l'histoire de Sato, un trentenaire prof d'art qui ne sait plus où est sa place dans la société, célibataire depuis un moment, qui garde en souvenir son ancienne relation amoureuse qui paraît si lointaine, en manque d'amour, autant sur le plan sentimental que physique, surtout physique, va craquer un soir. C'est pas si grave d'y aller une fois, va-t-il se dire. Oui, Sato va aller voir une prostituée. Il va rencontrer Selika, mais cette rencontre va se prolonger. En dehors, ils vont se revoir, tomber amoureux. Sato est spécial pour Selika. Ce n'est plus un client, même si parfois il continue de la voir sur son lieu de travail car c'est là-bas qu'elle est accessible. Mais Sato n'est pas un client. Ils sont amoureux. C'est elle, c'est le destin, c'est la numéro 1. Il est heureux et elle pense pareil. Enfin, c'est ce que pense Sato. Vous la voyez peut-être déjà se profiler cette suite. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Sato n'est pas spécial. Sato n'est qu'un client. Sato était peut-être un bon coup, mais Sato va un jour apprendre qu'il n'était pas plus que ça, juste un bon client. Sato doit oublier Selika. Un échec, un trou dans le cœur. Alors Sato s'endurcit, ne cherche que des relations à l'horizontale en espérant qu'il trouvera la bonne, jusqu'à prendre Natsu, une jeune femme ronde sous son aile. Ouais, c'est une femme perdue et elle fera bien l'affaire. Amour placebo qui ne fait que 2 tomes, et heureusement qu'il ne fait que 2 tomes parce que c'est suffisant. Tellement c'est lourd par son réalisme, sa morosité, on pourrait presque appeler ça une descente aux enfers, mais c'est juste la réalité du quotidien d'un homme en particulier qui doit trouver sa place dans la société japonaise. Est-ce qu'il va assumer de passer une vie sans son plus grand amour? Ou assumer une vie avec quelqu'un qui l'attend à la maison et un avenir tout tracé? Puis d'ailleurs, c'est pas si mal que ça finalement. Comme s'il n'était pas toujours très bon d'attendre un peu trop de la vie. Vous êtes en vie, c'est déjà pas mal. Vous avez un toit, c'est déjà pas mal. Être seul, c'est moins bien que d'être mal accompagné. Puis c'est pas être si mal accompagné puisqu'elle est là et que ça nous permet d'avoir des relations sexuelles de temps en temps. Une descendance, quelqu'un avec qui vieillir. C'est pas la plus belle, c'est pas votre numéro 1, c'est peut-être votre numéro 2, mais au moins il y a quelqu'un. Et puis face aux gens, face aux voisins, face à la famille, ce sera plus simple. Puis ça évitera les questions gênantes du genre « T'es toujours pas mariée à 36 ans ?» La prostitution au Japon. Dans Amour placebo, Akane Torikai nous montre qu'elle est parfaitement capable d'écrire une histoire avec un personnage principal masculin sans y porter de jugement. Juste un homme qui se vide, dans tous les sens du terme. Qui se livre et exprime ses peurs, ses doutes, ce poids d'être un homme dans la société japonaise actuelle, entouré de prostitution tellement accessible, une ribambelle de maisons closes à portée de main. Et oui, car la prostitution au Japon est une véritable institution, vous le savez, même si elle est interdite. Oui. C'est le pays où on a le plus d'établissements, mais c'est interdit. On va en parler tout de suite. Et oui, il n'y a pas de prostituées au Japon, juste des femmes qui rendent service, qui mâchent, qui te lavent. Et oui, d'ailleurs, Sato va aller un moment dans un soapland. Soap, savon, le land du savon, la savonnette. Sauf que c'est pas la savonnette de Prison Break. Là, c'est on te lave. Un type d'établissement très connu au Japon, des milliers dans tout le Japon. D'ailleurs, faut savoir que quand on était à Okinawa, à Naha, avec Mati, on a pris un hôtel, on savait pas en fait, l'hôtel est pourtant connu, et on sort, on se balade pour rejoindre l'avenue principale, et on est passé à côté d'une dizaine de Soapland, littéralement. Genre, j'étais là en mode, c'est un Soapland, encore un Soapland. On était entouré de Soapland, trop bien! Et il y a des petits monsieur devant, en costume, qui surveillent, avec des fois des talkie-walkie et tout, genre j'étais en mode, waouh!
waouh! C'est surveillé ce genre d'établissement. Enfin bref, je me disais, mais l'intérieur doit être waouh! Avec cette espèce de déco ultra kitsch, ça se voit, ça a pas évolué depuis les années 70-80. Ils en ont rien à foutre d'ailleurs. En même temps, je crois que les mecs viennent pas pour la déco. Donc ces établissements où les femmes peuvent vous laver le corps, puis si ça dérape, bah c'est parce qu'elle a glissé ou qu'il a glissé et du coup... Voilà. Ou alors, autre raison, c'est qu'ils sont tombés amoureux. Et ce sont deux adultes consentants, ils sont tombés amoureux, du coup, bah on pouvait pas les empêcher de copuler, quoi. Et du coup, ça glisse et ça rentre et... bim, ça fait des chocs à pic. C'est fort en chocolat. Voilà comment ces établissements et bien d'autres contournent la loi. Oui. C'est ce qu'on appelle apparemment des contournements interprétatifs. C'est très dur à dire ce mot, mais je l'ai fait en une fois. Et oui, il y a une loi depuis 1956 qui stipule que nul ne peut se prostituer ou être un client de la prostitution. Sachant que le Japon parle de prostitution uniquement s'il y a pénétration. Le reste, c'est pas grave. Les préliminaires, tout ça, toute forme de service sexuel, s'il n'y a pas de pénétration, ce n'est pas de la prostitution. Voilà. Ils sont trop forts. Et passer le truc du ils sont tombés amoureux pour que blou, ça fasse des chocs à pic. C'est très très fort, hein, mais ça montre un level d'hypocrisie extrêmement élevé quand même. D'ailleurs, Tev, vous le savez, Tev ici Japon, en parle dans une vidéo. Il a même fait une série de vidéos. Je vous laisserai aller les voir parce qu'il explique vraiment tout le principe de prostitution au Japon, tous les établissements et les degrés et tout. C'est assez dark, c'est assez sombre. Donc je vous laisse aller voir sa vidéo. Je ne vais pas aller plus loin. Je croise déjà les doigts pour être monétisé. Ceci n'est pas un Ryoki Tenkai, juste un Ryoki monétisation. Reprenons. Et d'ailleurs, Sato, au travers également de sa relation avec des prostituées qui lui font croire qu'il est unique, qu'il est bien plus qu'un client, on arrive dans ce fameux jeu très malsain de la misère sexuelle, de ces fausses relations pourtant bien visibles d'un point de vue extérieur tellement elles n'ont de suite que par le gouffre nécessaire de votre compte en banque pour daigner avoir 30 minutes avec la personne que vous aimez à sens unique. La culture du vide, alimentée par des jeux d'acteurs en tracteurs, et ça marche. Il est d'ailleurs bien connu au Japon que l'excuse de l'alcool soit une manière de tenter une approche en soirée, de pouvoir draguer, de pouvoir briser la glace. Alors que des fois, ils sont même pas bourrés, c'est juste, ils sont en mode « Oh, mais c'est parce que j'ai bu, donc c'est pour ça que je suis allée vers toi ». Ça les aide psychologiquement à aborder quelqu'un, à amorcer quelque chose passé 21h. Mais malgré ça, ça reste très codifié, très protocolaire. Rester 3-4 ans célibataire, c'est tout à fait commun, puis on perd l'habitude, on s'encoupe dans la solitude et on finit par la préférer à la vie en couple. Pourquoi se faire chier à se serrer la ceinture pour un mariage et des enfants avec un homme ou une femme qui finira par ne plus vous toucher? Pourquoi je vous parle de ça après les Soplandes et le fait qu'on n'arrive pas à approcher? Tout ça, c'est lié. Qui sont les clients de ces établissements? Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive à autant de misère sexuelle, autant de personnes qui vont voir des professionnels? Eh bien, il faut savoir qu'au Japon, il y a un phénomène très connu et quasiment unique au Japon, le phénomène sexless. Accrochez-vous bien parce que les chiffres vont vous choquer. 47% des couples mariés se disent sexless, c'est-à-dire qu'ils font l'amour moins d'une fois par an. Quand je vois qu'autour de moi, il y en a, s'ils arrivent à tenir 2 semaines sans rapport, c'est compliqué. Waouh! Et c'est un phénomène qui augmente apparemment. Il y a une étude de 2011 à 2014, ça a pris, je crois, 10%. Oui, ça va pas en s'arrangeant en plus. Et c'est un phénomène qui paraît paradoxal vu le pays où il y a tellement d'affiches. C'est visuel, le sexe est visuel, l'érotisme est visuel partout. Vous en avez partout et vous y avez accès partout, mais dans votre vie intime, votre vie mariée, il est proche de zéro. C'est souvent résultant de mariages précipités, sans amour, trop jeunes, sans communication, entraînant une frustration dans l'intimité. Parfois même la femme qui devient maman n'est plus touchable, alors on va voir ailleurs. Il y a aussi un type de mariage qui est très connu au Japon, c'est le fameux mariage précipité parce que la femme est tombée enceinte, alors que vous n'êtes en couple que depuis 2 semaines, voire 24 heures, je ne sais pas. Ça s'appelle le Dekikan, qui est une contraction de Dekchata Kekkon, qui veut dire « c'est bon, on est mariés !» C'est fait dans l'urgence. Et c'est super connu au Japon, c'est totalement assumé, faut savoir que même dans les stars, prenez Miyavi, ce chanteur, guitariste extrêmement connu depuis des années dans le visual kei et même encore aujourd'hui. Bah, son mariage et ses enfants, en tout cas son premier enfant, ça a été un Dekikan, c'est connu. Il s'est marié avec elle, c'était une idole, lui il était au sommet de sa carrière et du coup bah elle est tombée enceinte.
on se marie. L'avortement n'est pas du tout une solution directe, vraiment. On préfère le garder. C'est pas dans leur culture, j'ai l'impression, l'avortement, ou le fait de se dire, bah c'est peut-être pas la bonne personne, je vais peut-être pas être heureuse, bon bah tant pis, au pire, voilà, c'est un œuf de 2 semaines. Pourquoi pas? Non, on va le garder. On va le garder. Puis c'est pas grave, ce sera pas un mariage d'amour. C'était bien une première, deuxième nuit, et puis voilà. Je trouve ça triste as fuck, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'il fonctionne. Puis le divorce au Japon, c'est très très mal vu, donc finalement, on s'engouffre dans un truc, tu vas quasiment pas en sortir, à part si te tapes dessus, quoi. Puis surtout, ça évite, comme d'habitude, la honte avec la famille et les voisins. Oui, les voisins, c'est super important. J'ai l'impression que les voisins font partie de ta famille. Et vous avez un exemple même très simple avec Hachi dans Nana. Dès que elle annonce sa grossesse, Takumi va l'accepter, se marier, la faire vite habiter chez lui, et dans Amour placebo, Sato fera la remarque, dans le plus grand des calmes, à son collègue, qui a aussi eu un décan, en lui disant « Vous n'avez aucun regret ». Et ouais, Sato, il met les pieds dans le plat. Il lâche son masque de Tatemae, là, ce fameux masque de la bienséance japonaise, il l'a jeté pour poser cette fameuse question en mode « Mais vous avez pas de regret, genre littéralement ?» Bon, après, fallait se protéger aussi. Parce que ça aussi, ils sont très nuls au Japon, apparemment, pour les protections. Oh! Et avec tout ça, la résultante, c'est que le Japon regorge de lieux pour célibataires ou hommes mariés, que ce soit les vidéoclubs pour adultes, où vous préférez presque passer votre soirée avec une télé et votre main droite, ou votre tenga, ce fameux outil très particulier, que votre femme à la maison ou votre chat qui attend. Oui, il y en a qui sont mariés qui y vont, bien sûr. Comme Sato, sûrement, qui trompera sa femme, car ce n'est pas la numéro 1 au final. Elle n'est là que pour cocher la case mariée avant 40 ans. Mais ils cocheront finalement la case sexless du côté de la femme. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, si un homme trompe mais il n'y avait pas de sentiment, que c'était voilà une aventure purement sexuelle, c'est pas vraiment trompé, c'est pas grave. Voilà. Autant te dire que je lui brise les yoku. Les Japonais ne sont pas fidèles. Faut savoir apparemment que, d'après des études, plus de 70% des hommes ont déjà trompé, et pour 50 à 60% des femmes aussi ont déjà trompé. Alors ça, c'est hors mariage, apparemment. Après, une fois mariées, ça baisse, c'est-à-dire que apparemment les femmes mariées auraient trompé à 11 à 15%, contre plus de 30% pour les hommes. Moi, je pense que c'est un peu plus quand même. Après, les chiffres sont assez aléatoires, il n'y a pas de réelle étude de ouf, recensement national, mais avec des micro-trottoirs et pas mal de sites qui en parlent, c'est vrai qu'apparemment ils ont l'air d'être complètement d'accord avec les pourcentages annoncés. Et aussi, il faut savoir que quand on leur pose la question « Avez-vous déjà trompé votre femme ou votre mec ?», on ressent pas trop de regrets ou de honte. Ça n'a pas l'air non plus d'être un truc en mode hyper caché. C'est peut-être pour ça aussi. S'il n'y avait pas de sentiments, après... Ouais, la fidélité, c'est pas trop leur fort aux Japonais. Vous allez voir, même dans Amour placebo, il y a beaucoup de femmes qu'il va rencontrer qui sont en mode « Ouais, je suis encore avec mon mec, mais je vais le quitter. » ou voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Ah oui, ça prend pas de pincettes, ça tacle tout le monde dans ce manga. Tout le monde prend cher. Mais avec tout ce que je vous dis, avec ces pauvres hommes, tout ça machin, à croire en vrai que c'est la faute des femmes, qui profitent de la tristesse et de la solitude de ces pauvres hommes ou qui sont chiantes et en demandent trop à leur mari, et elles ne les satisfont même pas en plus. Mais encore une fois, cette mangaka va justement équilibrer les choses. Il y a toujours du 50-50 dans une histoire. Ces femmes aussi sont perdues, elles ne font pas ça par choix, ou alors c'est parce qu'elles ont baissé les bras, pris dans un engrenage financier, sous pression de la société. Elles aussi, elles veulent se sentir aimées, écoutées, désirées, mais elles ne reçoivent rien de tout ça. Les biens matériels ne comblent pas un cœur, seulement un espace dans une maison, ça apaise la peur du temps qui passe, et qu'en dira-t-on des voisins et de la famille. Oui, et encore les voisins. Puis la femme de Sato, elle aussi, elle ne veut pas être seule. Elle ne se sent pas belle, elle n'est belle pour personne en vrai, mais il y en a un qui daigne la toucher, la regarder, la faire se sentir femme, elle se sent moins seule. Elle aussi, elle a besoin d'avoir des enfants et de se marier pour faire bonne figure dans cette société. Elle doit avoir des enfants, même si elle sait que ça fait mal, que ça fait souffrir, que ça épuise, ça abîme son corps. Elle aussi, elle veut laisser une trace dans ce monde et se sentir vivre à travers le regard de quelqu'un. Comme si les femmes devaient avoir une trace en elles, comme preuve qu'elles ne sont pas invisibles, qu'elles sont désirables, comme si c'était la chose la plus importante finalement. Le phénomène du sex appeal. Akane Torikai, il décrit un phénomène dès le 2e tome avec Sato, on dirait presque un phénomène naturel. C'est assez bizarre. Plus Sato cherche une femme, plus il en trouve pas, mais plus il lâche l'affaire et ne cherche que des relations charnelles. Avec ce regard et cette attitude détachée, plus certaines femmes le remarquent, sont attirées par lui. Akane Torikai, il décrit une poussée de sex appeal. Mais dans un sens comme dans l'autre, ça n'a rien de sain. C'est au contraire extrêmement toxique. Car vous n'attirez pas les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Vous n'allez attirer que des personnes aussi vides et perdues que vous. Elles ne cherchent pas leur future moitié ou l'amour avec un grand A. Au final, à ce moment-là, on voit qu'au travers de ce regard vide, ces femmes cherchent une reconnaissance. Elles cherchent un reflet d'elles-mêmes, pas l'amour avec un grand A. Et c'est de ça dont parle le manga. Notre vision des choses, notre vision de l'amour, notre vision de la vie. Cette œuvre est extrêmement démoralisante, mais pourtant
tellement juste. Et je dis pas que c'est une vérité générale, mais au contraire qu'elle y décrit juste un morceau de vie, presque banal au final. Pas de happy end, ni de fin atroce, 2 tomes qui pourraient vous faire passer des heures et des heures de débat. Je vous avais dit que c'était drôle ou pas? Mais en vrai, on a l'habitude avec les shonen, les shoujo, de lire des histoires avec des visions, de l'amour et de la sexualité fantasmée. Mais parfois, il est aussi intéressant de lire des œuvres bien plus proches de la réalité pour mieux connaître la société japonaise et ce monde bien caché des établissements pour adultes et de la vie intime des Japonais une fois passé la porte de leur maison. Ces œuvres demandent de la maturité, mais peuvent aussi vous faire ouvrir les yeux sur des aspects et des faits psychologiques qui, même si 10 000 km nous séparent, peuvent résonner en nous. Akane Torikai, à travers ce manga et bien d'autres qu'elle a fait, elle énonce sans dénoncer, comme si c'était à nous de voir les bons et mauvais côtés, comme presque une forme de pragmatisme. Et d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir ces œuvres, elles sont quasiment toutes chez Akata, et il y en a 2 autres qui sont extrêmement intéressantes, mais je vous préviens, à chaque fois, il faut s'accrocher parce qu'elle ne prend jamais de pincettes. C'est En proie au silence qui parle du sujet très compliqué du VIOL et de la place de la femme dans le monde du travail. Elle aime bien aborder les relations avec des écarts d'âge très importants, et souvent l'écart d'âge est pour la femme, c'est elle qui est plus âgée, comme dans Saturn Return également, qui parle aussi de la crise de la feuille blanche pour une artiste, du fait qu'elle ait envie parfois de tout laisser tomber, même si elle a un cadre, elle a tout, elle a un homme à la maison qui attend d'elle bien trop de choses et elle est peut-être pas prête à abandonner sa liberté. Bref, c'est des mangas qui vous remettent totalement la vie en question. Vous êtes là en mode oh, mais c'est des mangas qu'il faut lire. Elle est extrêmement pointue. Elle a un trait, un découpage et une façon d'aborder les thèmes et ses personnages qui sont extrêmement bien ficelés. C'est pointu en même temps, c'est extrêmement juste. C'est comme si elle mettait à plat tout. Elle ne vous cache rien. Il n'y a pas de mots entre les lignes. Il y a tout qui est montré, tout qui est dit. Et c'est une femme qui écrit ça, mais qui tacle tout le monde. Elle ne tacle pas que les hommes, au contraire, elle tacle tout. Elle vomit, elle dégueule tout ce qu'elle déteste de la société japonaise, et je trouve ça extrêmement important de lire ça, parce qu'au moins, ça vous permet aussi de briser des espèces de fantasmes que vous avez sur le Japon, ou des zones d'ombre que vous pensez voir à travers d'autres mangas qui en fait sont bien trop fantasmés, comme je l'ai dit. Donc foncez lire ces œuvres. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à regarder un épisode d'un animé un peu cool après, parce que c'est vrai qu'après ce que j'ai dit, c'est compliqué, quoi, de passer une bonne soirée. Sur ce, les Nakama, je vous fais de gros bisous, et prenez soin de vous. Bye bye les Nakama.